2016, le gouvernement de la République du Bénin a quand même mis en œuvre un certain nombre de projets pour moderniser l'administration publique béninoise. Parmi ces projets, on a entendu quand même parler de l'ingénierie documentaire. Et nous sommes là aujourd'hui pour en discuter. Et disons que nous allons directement dans le vif du sujet pour gagner en temps. Monsieur Gagnon, quelle est aujourd'hui, après toutes ces années, après 2016, la vision actuelle du gouvernement en termes de, disons, de transformation de l'administration publique? Ok, merci Salim. Je suis Kokou Gagnon, je suis chef de projet à l'Agence des systèmes d'information et du numérique, agence sous la supervision du ministère du numérique et de la digitalisation. Donc, en termes, on sait qu'à l'avènement du président Patrice Talon en 2016, un vaste programme d'action du gouvernement a été défini. Et dans ce vaste programme, il a été défini des actions qui permettent de mener et de relancer de façon durable le développement économique et social du Bénin. Dans ce programme décliné en 3 piliers, dont le premier est de consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Le second, engager la transformation structurelle de l'économie. Et le troisième pilier est l'amélioration des conditions de vie de nos chères populations. Donc, ainsi dit, pour pouvoir aborder ces 3 piliers, pour pouvoir mettre en œuvre ces 3 piliers, le gouvernement s'est engagé dans un ambitieux processus de transformation digitale au service des citoyens, des entreprises privées et de l'administration publique. Donc, la CIN, comme l'a dit le DG tout à l'heure, qui a été créée depuis bientôt 2 mois et demi, mais qui est la fusion des 4 agences phares du secteur du numérique, est en charge de mettre en œuvre les différents projets dans le domaine du numérique. Et nous savons tous que le numérique est transverse, est aujourd'hui une discipline transversale à toute vie, à toute notre existence. Donc, Salim tout à l'heure parlait d'ingénierie documentaire. Oui, l'ingénierie documentaire, c'est un projet qui a été pensé par l'équipe du chef de l'État, par le gouvernement du Bénin, et sous l'ambitieux programme d'intelligence, de l'administration intelligente, qu'on appelle communément dans le jargon de l'écosystème du numérique SmartGouv. Qui lui-même, ce programme SmartGouv, il fait partie du pilier 1 dont je viens de parler, consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Et en son axe stratégique 2, qui est l'amélioration de la gouvernance. Parce qu'il dit ingénierie documentaire, dit une bonne vision, une clarté de la gestion et qui contribue à la lutte contre la corruption. Puisque c'est de façon courtoise, on appelle bonne gouvernance. En politique, on dit aujourd'hui bonne gouvernance au lieu de parler de la lutte contre la corruption. Donc, c'est ce à quoi je m'attelle actuellement au sein de la CI. Et il faut vous dire, qui parle d'ingénierie documentaire parle de 3 grands programmes, 3 grands projets, c'est-à-dire la gestion électronique de courrier, la gestion électronique de documents et le système d'archivage électronique. Une fois que ces 3 projets seront mis en place, il faut penser à comment gérer notre fonds documentaire qui est sous support papier. Donc, pour le gérer, effectivement, sous l'autorité de Madame la ministre du Numérique, nous avons pensé à un concept qui est le Centre national de numérisation et dont je vais rentrer dans les détails après la présentation de tout à l'heure. Puisque vous parlez déjà de la GED, de la GEC et du SAE, j'aimerais poser la question à Armel. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par la GED et qu'est-ce qui est aujourd'hui fait au sein de l'administration publique par rapport à ça? Moi, c'est Armel Hubel Eguidé. Je suis chef service des applications et e-service à la DSI au ministère du numérique et de la digitalisation. Et oui, merci, M. Salim. La GIEC, c'est quoi? C'est la gestion électronique des courriers. Elle permet d'optimiser
vous faites le traitement de façon numérique des courriers ou bien les correspondances de notre administration ou bien des secteurs privés. La GED, c'est la gestion électronique des documents. Je peux dire que c'est tout ce que nous produisons à l'interne de l'entreprise, c'est-à-dire par exemple en termes de rapport, par exemple les rapports, les procès-verbaux et bien même aller loin, en tout cas tout document que nous produisons. Par contre, la GEC, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des courriers qui arrivent. Vous voyez, c'est des courriers qui arrivent, qui enclenchent le processus de traitement. Mais la GED, c'est un flux à l'interne, un flux de communication à l'interne qui permet l'élaboration quand même d'un projet de réponse donnée. Si nous prenons par exemple SAE, c'est ce qu'on appelle système d'archivage électronique. C'est quoi SAE? C'est un système qui nous permet la conservation en réalité des données, la conservation sécurisée. Je vais ajouter des données. Et au finish, après l'utilité, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est de consulter, par exemple, donner des accès à des utilisateurs pour pouvoir consulter tel acte ou bien tel document. Donc, chaque ministère a une solution dédiée? Oui. Dans ça, tous les trois systèmes, c'est des solutions. D'accord. Donc, en tant que vous aviez demandé qu'est-ce qui a été fait au jour d'aujourd'hui. Oui. Je peux dire qu'au niveau de la GED, c'est la GED qui a été vraiment un pilote. Ça, aujourd'hui, 4 ministères utilisent la GED. Si je peux citer, il y a MND. MND, c'est? MND, Ministère du numérique et de la digitalisation. Il y a MAEC, MDC, Ministère du développement et de la coordination des actions gouvernementales. Et aussi MTFP, c'est-à-dire Ministère du Travail et de la Fonction publique. Au niveau de la GEC, nous pouvons dire aujourd'hui, 8 ministères utilisent la GEC. 8 ministères utilisent la GEC. Maintenant, si vous voulez plus aller en détail, je peux citer, bon, sinon que... D'accord, bon, oui, ministère, d'accord, mais ce que j'aimerais aussi comprendre à l'étape actuelle, quel est le lien qu'on fait justement aujourd'hui entre ces solutions et le centre dont vous étiez en train de parler? Bon, le lien fait, en fait, je vais rappeler que le président de la République, dans la définition du PAG, a pensé à l'efficience de l'administration publique béninoise. Et cette efficience en ingénierie documentaire est due au fait qu'il faut constater que un cadre de toute entreprise, je dis un cadre intellectuel, un intellectuel consacre environ 2 jours et demi par semaine. Cela représente 30% du temps général de travail à la recherche de l'information. Et on a constaté que 35 à 50% de l'information d'une entreprise et de l'administration ne sont pas indexées de façon centralisée. Je veux dire de façon centralisée. Par exemple, si vous allez dans les ministères, malgré chacun sauvegarde et les informations sur son PC, ou même si c'est un serveur, ce serveur est utilisé au sein du ministère. Quelqu'un d'un autre ministère ne peut pas avoir accès, ou bien même dans une structure déconcentrée, souvent, ils n'ont pas accès. Donc, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et l'autre chose, c'est que l'information, les promoteurs ou les dirigeants d'entreprises ont constaté que 60% de ces promoteurs ont constaté que l'information est un atout primordial pour la performance de leurs employés, c'est-à-dire de leurs collaborateurs. Donc, ce qui amène à dire que pour une entreprise de 1000 employés, des employés vraiment dans une situation, dans un environnement même numérique en forme ou bien abouti, si cette entreprise n'est pas dotée d'une solution ou des solutions d'ingénierie documentaire, cette entreprise perdrait $48 000 par mois, soit $2 500 par an. Mais ça, c'est beaucoup pour l'administration béninoise. L'administration béninoise n'aime même pas cette performance parce que
Je parle des statistiques occidentales. Donc, l'Occident étant un peu en avance sur nous en ce qui concerne le numérique. Donc, c'est pourquoi je tiens même à remercier le chef de l'État pour cette perte, parce que personne ne la voit. Personne ne voit cette perte. Mais nous avons constaté lors de la mise en place des différentes solutions, et les collaborateurs des ministères, des ministres et autres ont dit le soulagement, le ouf, que la mise en service de cette solution leur apportait. Je donne un exemple très simple. Il y a des assistants de ministres ou bien de directeurs qui nous ont dit qu'en plein week-end, vous pouvez être à une fête, peut-être à 100 km, 400 km, l'autorité vous fait appeler pour lui chercher un document ou pour venir tout juste ouvrir votre bureau et lui donner un document. Or, en mettant en place une solution de gestion, qu'elle soit de documents ou de courrier, ou un système d'archivage, à distance, vous pouvez toutefois avoir accès à la solution. Aujourd'hui, dans les ministères où les différentes solutions, surtout la gestion électronique de courrier, est mise en place, on ne sent plus l'absence des différentes autorités. Les différents ministres peuvent signer, même étant en vacances, ils signent, même étant absents, même en mission à l'extérieur du pays, le courrier est traité normalement, les courriers, les processus sur leur cours. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Très bien, merci M. Kokou. Mais surtout par rapport au centre de numérisation, quel est le lien que vous faites entre toutes ces solutions et le centre de numérisation? Comment le centre de numérisation va être utile pour la modernisation de l'administration? OK. Le centre de numérisation, c'est un concept en fait qui est né de la mise en place des trois solutions dont nous venons de parler. Et ce concept est né du fait que, au départ, en 2017, on parlait plutôt de numérisation des données, de numérisation des données de l'administration. Mais on s'est dit, la répression, on s'est dit non. Non, pourquoi? Si on se lance dans un projet tout de suite d'archivage électronique, c'est que derrière, on continuait de créer des documents. Donc, du coup, ce sera une répétition. Je n'ai pas compris. Si on se lance, si notre premier projet était de faire des systèmes d'archivage électronique dans l'administration, on n'aurait pas arrêté la CNI. La CNI, c'est la production sur format papier des documents. Oui. Donc, on s'est dit, pour pouvoir arrêter cette CNI, il faut d'abord mettre en place une solution ou des plateformes qui puissent produire de manière numérique, digitale, les documents. Une fois que nous sommes dans un processus de production de documents et numériques, nous allons revenir pour traiter le fonds documentaire de l'administration. Et c'est le traitement de ce fonds documentaire, c'est la numérisation de ce fonds documentaire qui nous a fait penser à la mise en place d'un centre national de numérisation. D'accord. Pour mutualiser les coûts, oui, et pour réduire les dépenses. Parce que même dans l'administration, nous avons constaté que chaque secteur ou chaque direction se lance dans des projets de numérisation. Et après, il va donner un cas très simple. Là, l'EPI, on a acheté des dizaines de scanners à des dizaines de milliers, des dizaines de millions de francs CFA. Mais ces scanners ont été utilisés pour 6 mois. Pour 6 mois après, c'est resté là. Nous sommes allés faire un état des lieux. Ces scanners ne sont plus fonctionnels aujourd'hui. Donc, sous l'impulsion de Madame la ministre du Numérique, on s'est dit il vaut mieux mettre en place un centre national de numérisation qui va accueillir les requêtes des sectoriels de façon bien structurée, les requêtes des sectoriels pour pouvoir numériser les documents, les fonds documentaires de ces différents de notre administration. C'est vrai que c'est un projet ambitieux et je pense que si on fait le point, c'est un projet qui va s'étendre. Pour avoir une administration vraiment à 100% digitale, il faut aller au moins à 10 ans. Mais nous allons commencer petit à petit et on va y arriver. Je me disais bien, est-ce que la vision du coup, c'est de faire du zéro papier dans l'administration publique? Je pense que des informations que nous avons reçues de Madame la ministre, c'est la vision, c'est l'objectif du chef de l'État. Très bien. Alors, j'aimerais poser la question à Armel. En parlant de toutes ces solutions, concrètement, comment ça fonctionne? On connaît un peu l'administration en Afrique et l'administration publique béninoise. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, c'est qui les cibles? Qui sont ceux qui utilisent ces solutions? Et est-ce que cette cible a les compétences numériques nécessaires pour utiliser les solutions que vous déployez? Ok, merci Salim. Et si je prends par exemple la GEC, et en termes d'utilisation
je dis que la cible, c'est l'administration, c'est les utilisateurs au niveau de l'administration. Tous ceux qui peuvent quand même répondre à un courrier, faire des projets de réponse, c'est-à-dire peuvent utiliser la solution. Ouais. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une solution vraiment facile. Ça permet vraiment de traiter facilement les courriers, comme il a dit, en mobilité aussi. Et même si vous voulez, je peux faire une démonstration. On ne sait jamais. Okay. Et puis, vous avez des acteurs dans la salle qui sont aujourd'hui accros à la gestion électronique de courrier. Et j'ai mon secrétaire général du ministère qui est là, qui l'utilise au jour 24 heures sur 24. Merci. D'accord, merci. Quand on parle des cibles, justement, et on dit que tout le monde utilise, à l'exception peut-être des conducteurs de véhicules administratifs et des agents de liaison, je me pose justement la question, le rôle des agents de liaison dans le cadre du déploiement de ces solutions, comment ça va se passer? Quels deviennent les agents de liaison aujourd'hui dans l'administration publique? Et est-ce qu'il y a un plan? La question est ouverte. Est-ce qu'il y a un plan pour justement une reconversion de ce profil-là? Une reconversion, bon, de toutes les façons, je crois que tel que la technologie évolue, ce qui est sûr, on peut les reconduire à faire autre chose. Et à faire autre chose, on peut, par exemple, un agent de liaison, d'abord, il va expliquer que dans le système, lorsque un collaborateur rédige un projet de réponse, par exemple, il l'envoie à son supérieur, et qu'est-ce qui se passe? Après la signature du projet de réponse par l'autorité, c'est-à-dire le service secrétariat n'a plus besoin d'imprimer en réalité le courrier, le projet de réponse. Et comment ça se passe? On peut envoyer par mail ou bien envoyer par système, c'est-à-dire que par deux solutions. Soit, je donne un exemple. Puisque MNDA aujourd'hui, son système... MNDA, le ministère du numérique et de la digitalisation. Excusez. Le ministère du numérique et de la digitalisation a son système aujourd'hui. Et le système GEC, MND peut communiquer avec le système GEC MAEP, par exemple. Interopérabilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin forcément d'un agent de liaison pour transférer en tout cas pour déposer les courriers. Et donc, la reconversion, justement, ça, c'est un peu plus au haut niveau. Mais déjà, on peut décider, je ne sais pas, bon, ça revient aux autorités. Et pour ceux-là, de les reconvertir à faire autre chose. D'accord. Vous avez une approche de réponse par rapport à ça? C'est vrai, Salim, le problème se pose déjà dans les 8 ministères, où des secrétaires généraux de ministères nous ont approché pour dire qu'il faut qu'on pense à une reconversion, comment reconvertir ces agents de liaison. Sinon, l'autorité suprême pourra prendre des décisions si nous, en tant que collaborateurs, nous n'anticipons pas. Très bien. Donc, c'est vrai, ça va se poser. Mais il y a toujours de la place parce qu'il y a toujours des choses à faire. Hein. Bien sûr. Je peux aussi compléter que ce n'est pas seulement les agents de liaison aussi. Hein. Au niveau des secrétariats, il y a plein d'effectifs et que eux tous ne sont pas actifs quand même sur le processus-là. Et du coup, il y en a qui travaillent, mais il y en a qui sont désœuvrés. Très bien. Et quel est le rôle aujourd'hui des archivistes par rapport au déploiement de la solution? Est-ce que les archivistes au sein des ministères vous ont accompagné dans le processus? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, dans le cadre de la mise en place du SAE, c'est-à-dire système d'archivage électronique, les archivistes sont impliqués de bout en bout parce que c'est leur métier. Par exemple, la technique, nous, informaticiens, nous ne maîtrisons pas en réalité le métier d'archivage. Donc, il faut forcément, c'est les archivistes qui nous aident à établir, par exemple, les workflows à chaque niveau. C'est ce que je peux le dire. Très bien. Alors, oui, je peux ajouter que c'est vrai que c'est au niveau de l'archive, des archives, on parle d'archives, mais il faut dire que dans le numérique n'apporte que l'outil.
Ok. Le numérique n'apporte l'outil. C'est les métiers qui connaissent bien ce qu'ils font, leur métier. Je ne peux pas, peut-être dans un projet de digitalisation, je veux parler d'un cabinet d'avocats. Je ne connais pas le métier d'avocat. Je ne suis pas un homme de droit. Donc, je n'apporte que l'outil. Donc, dans ce sens, et je profite pour remercier les archivistes dans la salle et surtout le DAN, le directeur des archives nationales, qui nous a beaucoup accompagnés dans la mise en œuvre du système d'archivage du ministère du numérique et de la digitalisation, où j'ai découvert beaucoup de subtilités dans leur profession. Okay. Dans leur profession, même il a accompagné, il a apporté beaucoup, parce que c'est eux qui connaissent les tests, qui régissent même les archives, les notions de les règles de gestion, les cadres de classement, comment implémenter ces cadres de classement, quelles sont les recommandations au niveau international, les normes au niveau international, puis les lois au niveau du Bénin. Donc, il faut dire que dans ce cadre même dans la politique des archives du Bénin, il y a une politique nationale de développement des archives, la PNDA, qui a été votée par le Conseil, par le gouvernement. Et au sein de cette PNDA, il y a une grande partie qui est réservée au numérique. Ah, d'accord. Et il faut vous dire, si vous vous amusez à lire la PNDA, le Centre national de numérisation, dont je viens de partir, est une partie intégrante dans cette politique de développement des archives au niveau du Bénin. Très bien. Merci, monsieur Gagnon. Du coup, je m'intéresse un peu à tout ce qui a rapport à la sécurité de ces solutions. Et on a parlé aujourd'hui de gouvernance de données, de protection de données. Que peut-on dire par rapport à la sécurité de ces solutions-là et à leur accessibilité au sein de l'administration publique? Merci Salim. Et par rapport aux différentes solutions, on peut dire que un usager externe ne peut pas accéder facilement à la solution. Et pourquoi? Parce que au sein de l'administration, il y a les adresses professionnelles que nous utilisons. Donc, c'est par les adresses professionnelles, il faut se connecter à la solution en réalité. Et les solutions installées sont au niveau du data center national. Vous voyez? Donc, au niveau du data center national, donc ça veut dire que les données sont bel et bien sécurisées à ce niveau. Mais je ne suis pas spécialiste de la sécurité informatique, mais je me dis que nous sommes les utilisateurs sont généralement les premières portes d'entrée par rapport à la sécurité. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une sorte de gouvernance des données ou des gouvernance de l'information au sein de l'administration publique qui fait que moi, Salim, ayant tel poste, je n'ai pas accès à telle autre information de type confidentiel, par exemple. Est-ce qu'il y a un type de travail de catégorisation de l'information ou des données qui a été fait dans ce sens? Ok. D'abord, pour donner des réponses à vos préoccupations, je peux dire que, par exemple, au niveau j'explique toujours, c'est-à-dire que le fonctionnement du système. Si nous prenons, par exemple, le système, on a des groupes de fonctions. Très bien. On a des groupes de fonctions. Ça veut dire quoi? Un chef de division ne peut pas avoir des privilèges que pas forcément le chef service n'a pas. Okay. Vous voyez, un directeur également a des privilèges que, par exemple, le chef de service ne peut pas avoir. Très bien. Donc, c'est ainsi jusqu'au niveau du ministre. Et puis aussi, il faut dire que le système a prévu aussi des niveaux de confidentialité. OK. Vous voyez. Et par exemple, un courrier qui est envoyé au secrétaire général, si le ministre envoie par exemple un courrier au secrétaire général, et il n'est pas question que par exemple un directeur puisse voir si il active son niveau de confidentialité. Très bien. Vous voyez. Oui. Donc c'est pour vous dire que effectivement à ce niveau, il y a vraiment la notion de confidentialité dans les trois systèmes. D'accord. Ça me rassure quand même un peu. Alors, je me pose la question aussi de savoir, monsieur Gagnon, sur la SAE, est-ce qu'il y a un lien entre la SAE et tout ce qu'on entend par rapport à l'ouverture des données gouvernementales? Est-ce qu'il y a un véritable lien entre cette solution d'archivage électronique et l'ouverture des données gouvernementales?
Un lien, il pourrait avoir un lien. Parce que vous voyez, l'open data, bon, c'est vrai que vous parlez de données ouvertes. L'open data, c'est autre chose. Open data, c'est des données qu'on peut mettre à la disposition du public. Oui. Donc, mais nos systèmes que nous mettons en place, c'est la connaissance. Okay. Quand il s'agit de la gestion et de documents, c'est la connaissance de l'administration. C'est les documents les éléments sur lesquels vous produisez et les fiches et vous produisez des documents pour les prises de décision au niveau stratégique. Oui. Quand il s'agit du courrier, c'est le quotidien. Le courrier représente 90% de ce que nous faisons dans l'administration. Bien sûr. Donc, je ne pense pas que nous pouvons publier un courrier. Mais nous pouvons peut-être extraire Très bien. des données d'un document Oui. produit dans l'administration pour la publier. C'est comme les statistiques. Oui. Les statistiques, avant d'être publiées, elles suivent des processus de validation. Une fois que ce processus de validation est suivi et que les différentes autorités ont validé ces statistiques, on peut les publier si elles sont publiables. Oui. Donc, c'est ça, c'est là où Mais il faut vous dire que l'open data est régi, hein. Est régi par des tests. Il y a des tests d'application, des tests, des décrets qui seront pris en conseil des ministres. Puisque ce projet me met au sein de la CIN. C'est un de mes collègues qui s'en occupe. Donc, c'est bien réglementé. Il y aura des séminaires avec la société civile, tout ça pour pouvoir mieux cadrer l'open data. Bien sûr, en se basant sur ce qui est fait dans les autres pays. Parce que l'autre chose existe, il ne faut pas la créer. Si on la crée aujourd'hui, c'est qu'on perd le temps. Très bien. Donc, ok. Ce sont des sujets quand même assez passionnants, mais le temps est en train de s'écouler. Quels sont les impacts actuels du déploiement de toutes ces solutions-là? Que peut-on dire également? Est-ce qu'il y a des indicateurs, après avoir déployé ces solutions, est-ce qu'il y a des indicateurs clés que vous pourriez partager avec nous? Absolument, absolument. Il y a des indicateurs clés. Par exemple, dans les 8 ministères, il y a des statistiques qu'on peut partager. Je serai obligé peut-être de me connecter. D'accord. Peut-être de me connecter pour vous montrer. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, je crois que le ministère du numérique de l'administration est à plus de 2000 courriers enregistrés dans le système. Dans un délai de combien de temps? Bon, il est vrai, dans un délai de 13 mois. 13 mois, c'est ça. 13 mois. Et par contre, si je prends par exemple le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, ils sont aussi à plus de 2000 en un mois et demi, je crois, parce que c'est lancé le 4 juillet. 2000 en un mois. Oui, 2000 en un mois et demi. MTC, effectivement, à plus de 2000, mais c'est lancé le 4 avril. Donc, c'est un peu, voilà un peu les grandes statistiques. Mais il y a aussi les courriers les produits de réponse que les autorités ont signés. Donc, c'est à plus de 1000 et quelques par endroit. Voilà. Très bien. Monsieur Salim, oui. Quand on parle de courrier, vous savez, quand vous gérez un courrier sur support papier, et en termes d'indicateurs, c'est une réduction énorme du nombre de photocopies. Et qui dit photocopie, dit photocopieur. Qui dit copieur, dit encre ou tonnerre. Et qui dit encre ou tonnerre, quand on dit photocopieur, on dit énergie. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir en termes d'impact au sein de notre administration. Nous, à la CIN, moi, ne plus imprimer, l'impression est devenue une chose rare chez nous. Parce que nous sommes dans un processus de l'administration d'une agence digitale à 100%. Donc, cela dit, les ministères dans lesquels ces systèmes ont été installés, on a vu une diminution drastique, une baisse drastique d'achat de papier. Et la vision, bon, elle est bien chaude là. La vision, c'est que, ou bien l'indicateur clé, c'est que à la fin de l'année 2023, qu'on soit vraiment dans une administration en ce qui concerne le traitement quotidien là, qu'on soit dans une administration vraiment digitale. D'accord, c'est passionnant. Mais ça fait quand même un peu peur dans la mesure où, justement, si l'administration n'achète plus des tonnerres, les prestataires qui vendent ces tonnerres-là sont obligés de penser à autre chose. Qu'est-ce qu'ils vont vendre à l'administration? Ils vont vendre des terminaux.
Ah, Ils vont des vendre des terminaux. ordinateurs, ils vont vendre autre chose. D'accord, ok. Donc, il y aura la reconversion parce que, il y aura, comme on dit, souvent nous disons que le digital fait perdre des emplois, mais le digital en crée. Le digital crée d'autres emplois. Donc, c'est ça. Et beaucoup d'emplois sont créés. Moi, de ma sortie d'université en 2002, à ce jour, il y a beaucoup de métiers. Quand je sortais de l'université, il n'y avait pas le développement mobile. Le mobile n'était pas, c'était la naissance. On était au début de l'objet. Et l'objet Internet, c'est vrai que Internet, c'était pas en Afrique, c'était pas ce qui est. Donc, il y a eu beaucoup de métiers qui sont nés. Donc, le seul conseil, c'est qu'il faut que nous essayions d'être flexible, d'être flexible à changer de profession, même au sein même de l'écosystème numérique. Il faut que les uns et les autres changent de profession parce que beaucoup de professions vont disparaître. Et comme on s'amuse à le dire, le digital aujourd'hui n'est plus une option. C'est plus une option. On doit y aller. Très bien. Le digital n'est plus une option, on doit y aller. Et je vais vous poser une dernière question avant que Amel ne fasse une démonstration des solutions. C'est est-ce que vous avez pensé justement à une sorte de théorie du changement? Est-ce que le personnel de l'administration est déjà entièrement formé à l'utilisation de ces solutions-là? Oui, la conduite de changement, c'est un processus qui est en amont et en aval de tout projet. Très bien. Qu'il soit informatique ou des projets métiers, quand l'homme est de nature réfractaire à tout changement. Tout à fait. C'est-à-dire, le fait d'amener une voiture au boulot, si demain on dit que c'est à hélico qu'on va se déplacer, les premiers jours, c'est compliqué. Pour les uns et les autres, les mal de l'air et autres. Donc, nous sommes dans une approche. Mais la première chose, et je le dis souvent aux différents ministres ou aux collaborateurs proches des ministres, c'est le portage du projet par l'autorité. Oui. Par l'autorité. C'est-à-dire, on a constaté que dans l'administration, les gens aiment recevoir des instructions de la hiérarchie. C'est le top-down. Dans notre projet, c'est le top-down. Si vous partez du bas vers l'euro, ça ne prendra jamais. Non, mais quand l'autorité impulse, c'est que ça prend. Dans tous les ministères où l'autorité a impulsé, c'est passé. Donc, l'impulsion, c'est ça qui nous amène à organiser des séances de formation. Et ces séances de formation rentrent dans la conduite de changement. Et c'est un appui permanent. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on va former ou qu'on forme une semaine et puis on vous laisse. Non. Mon numéro est ouvert, le numéro d'Amel est ouvert. Et il y a des ministres qui nous appellent, il y a des secrétaires généraux, des DC qui nous appellent et tout le temps. Et nous sommes ouverts jusqu'à ce que nous atteignions une maturité donnée, une adoption complète de cette solution. Mais qui dit maturité ne dit pas la fin de la formation parce que cette solution évolue. Donc, les différentes versions aussi, il faut aussi recycler les gens, il faut aussi former les gens, le renforcement de capacité de ces gens, peut-être dans un an, et la solution va connaître une nouvelle version. Il faut savoir comment capitaliser, comment montrer cette nouvelle version aux utilisateurs. Donc, c'est la conduite de changement, elle est permanente. C'est ça. Ma dernière question, ce sera après par rapport aux perspectives. J'aimerais bien savoir comment vous allez allier tout ça avec l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec. Donc, je vais laisser la parole à Armel s'il y a une démo à nous présenter. Nous avons une instance démo. Et lorsque un ministère exprime le besoin d'avoir, par exemple, la solution, on essaie c'est cette instance qui vous permet de les présenter et voir les grandes fonctionnalités. Donc, je vais taper, par exemple, le lien, c'est BJ comme Bénin, et puis I comme ingénierie, documentaire et ingénierie, et puis doc comme documentaire. Ouais. .gouv, .bj, / je mets GEC, gestion électronique de courrier, -démo. Par exemple, si c'est un ministère, je mets le ministère et puis j'y accepte. Donc, je mets démo ici et je valide. Donc, voilà. Ici, je vais renseigner un identifiant et un mot de passe. Maintenant, je vais expliquer que la notion dans la GEC, on a
on a 4 fonctionnalités, c'est-à-dire 4 notions de fonctionnalité, et qui est quoi? L'affectation du courrier, et réponse au courrier, et la signature par l'autorité, et puis la recherche d'un courrier donné. Ici, je vais me connecter, je vais utiliser le compte d'un opérateur de numérisation, parce que lorsque le courrier arrive, il y a des points d'entrée. Moi, c'est des secrétariats, par exemple. Si je prends au niveau d'un ministère, il y a un secrétariat administratif. Ou bien au niveau du cabinet, je prends le secrétariat du cabinet. Lorsque le courrier arrive à ce niveau, peut-être c'est l'ASP qui a un assistant. L'assistant numérise le courrier et ça rentre directement dans le système. Donc, je vais me connecter en tant que Sekou-Dounou. Je mets Sekou-Dounou. Voilà. Donc, on a pris un essai. Hein. Donc, c'est Afis Bidouma qui a le profil du ministre ici. Vous voyez. Donc, il est dans le groupe ministre et il est dans l'entité ministre de la dématérialisation. C'est ce qu'on avait nommé. Donc, ici, nous avons les bannettes qui sont des classeurs. Ici, on a un classeur qui est courrier en copie. Et on a un classeur courrier arrivé pour affectation. Et lorsque l'opérateur de numérisation numérise le courrier et il envoie à l'ASP, puisque je suppose que c'est son assistant, il envoie à l'ASP. L'ASP vérifie si tout ce qu'il a renseigné sur le courrier, c'est-à-dire... L'ASP, c'est la secrétaire particulière. Voilà, la secrétaire particulière. Elle vérifie si tout ce que son assistant a renseigné, si c'est juste, c'est-à-dire l'objet, date d'arrivée et tout. Et après ça, elle envoie pour affectation. Lorsqu'elle envoie, ça vient chez l'autorité, dans ce classeur courrier arrivé pour affectation. Donc, effectivement, nous avons deux courriers à ce niveau-là. Après ça, il y a parapheur électronique. Je vais expliquer un peu les classeurs là. Après, il y a parapheur électronique. Parapheur électronique, elles sont faites dans parapheur électronique. C'est-à-dire que l'autorité peut signer ou bien viser un courrier. Voilà. Et après ça, on a un courrier du ministère et qui donne un aperçu de façon générale sur tous les courriers entrant ou sortant du ministère. Oui, Armel, puisque le temps s'écoule, est-ce qu'on peut aller sur les fonctionnalités principales et résumées? Donc, je viens au niveau du courrier arrivé pour affectation et je prends ce courrier, par exemple. Vous voyez, je prends ce courrier, l'autorité doit affecter. Déjà, ici, il a affecté le courrier, je valide. Peut affecter par un service ou vers un utilisateur. Donc, si c'est vers un service, il clique là et puis il choisit, dans l'organigramme, il choisit. Par exemple, il envoie au secrétaire général du ministère. Vous voyez. Et la notation, il dit, par exemple, pour y prendre part. Je suppose, pour y prendre part. Voilà. Oui. Oui, ok, d'accord, c'est vrai. Donc, je prends le directeur de cabinet. Voilà, c'est bon. Donc, et je valide. Alors, je vais me connecter en tant que DC. Je lance. Slash check. Et donc là, on se connecte en tant que le DC. Directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Ok, mais je pense que oui, essentiellement, c'est ça. Donc, quand le directeur de cabinet va se connecter, il va voir l'instruction et pouvoir traiter. Il va voir l'instruction et soit lui aussi, il peut affecter à un directeur. D'accord, très bien. Soit il affecte à un directeur ou bien il fait un projet de réponse et il envoie au ministre. C'était un choc pour la plupart des utilisateurs. On n'était pas habitué à cet outil. Et donc, premier changement, c'est que lorsque vous envoyez un mail, une instruction dans la GEC à quelqu'un, il faut l'appeler peut-être pour lui dire, ah, je t'ai envoyé tel courrier, il faut
Donc, il n'y avait pas ce mécanisme-là de consultation régulière de la boîte GEC des utilisateurs qui n'étaient pas huilés. Et donc, comme il a rappelé, c'est tout un changement qui est une conduite de changement qui est en train d'être menée. En dehors de ça, du point de vue utilisation, c'est un outil assez simple à utiliser. C'est vrai que il n'y a jamais d'outil parfait, c'est de l'amélioration continue parce que c'est de l'usage que se créent les besoins. Et donc, au fur et à mesure qu'on l'utilise, on constate qu'à telle chose, on aurait pu le simplifier d'une manière ou d'une autre, ou telle fonctionnalité, on aurait pu l'intégrer. Et ça permet aux équipes support qui sont disponibles, je dois le dire, de faire les améliorations nécessaires. Et dernière chose que je voudrais dire, évidemment, ça vous permet à tout moment de pouvoir intervenir sur des dossiers qu'on vous a affectés. Et le plus important étant d'avoir de la connexion Internet et un terminal. Et l'attente, il y a quand même des attentes. Une des attentes majeures, c'est de pouvoir avoir une version mobile qui vraiment simplifie davantage l'utilisation, déjà avec plus de web responsivité et au niveau de l'interface. Mais si on a une interface mobile, c'est que on a le beurre, l'argent du beurre. Cette plateforme qui a été déployée au ministère a été un avantage pour le personnel parce que le processus qui se faisait entre-temps de manière classique, c'est ça qui a été donc digitalisé. Donc les documents ne sont plus traînés dans des parapheurs de part et d'autre. Il n'y a plus de suppression ou bien destruction de documents. Dès que le document est injecté, n'est-ce pas, dans le système, c'est seulement à l'aboutissement que l'on peut imprimer. Alors, cela amène une réduction importante de l'usage, n'est-ce pas, du document papier au sein de l'administration. Il faut dire que les archivistes que je suis, j'ai été impliqué dans le déploiement, n'est-ce pas, de cette plateforme. Et ça amène l'archiviste à la date d'aujourd'hui à se remettre en cause par rapport à l'innovation numérique qui est en train, n'est-ce pas, d'être intégrée dans l'administration. Donc, tel que les choses se faisaient de manière classique, on doit se dire que ça ne peut plus continuer ainsi parce que le numérique, n'est-ce pas, est entré en jeu. Et ça appelle à la conscience, n'est-ce pas, de l'archiviste pour qu'il sache que il faut qu'il se mette à jour. Il faut, n'est-ce pas, qu'il essaie, n'est-ce pas, de beaucoup plus se spécialiser également et pour savoir qu'il peut toujours, n'est-ce pas, exister dans le nouvel environnement, n'est-ce pas, qui se met en place. Et donc, nous travaillons actuellement sur le système d'archivage électronique où il faut, n'est-ce pas, traiter les documents, le passif documentaire et les injecter, n'est-ce pas, dans le système. Donc, nous sommes actuellement à cette phase-là et avec l'expérience que nous avons, c'est une plateforme qui est quand même assez souple à utiliser et qui permettra, n'est-ce pas, aux archivistes de se dire que, au lieu de penser que le métier d'archive est en train, n'est-ce pas, de disparaître, mais plutôt, ça prend une autre tournure, ça prend, n'est-ce pas, une autre valeur qui permet à l'archiviste, n'est-ce pas, de se mettre par et de se revaloriser et dans l'écosystème, n'est-ce pas, qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives pour l'ingénierie documentaire? Est-ce qu'on va parler bientôt d'intelligence artificielle, de blockchain dans l'ingénierie documentaire au Bénin? Nous sommes aujourd'hui dans un environnement lean. Or, le lean, c'est l'amélioration continue. C'est l'amélioration continue. On ne va pas s'asseoir pour dire oui, on a mis en place la solution, c'est fini, là, le projet est terminé, donc on a réussi. Non. Nous sommes dans un processus, comme l'a dit le secrétaire général adjoint du ministère, nous sommes dans un processus permanent de remise en cause et d'amélioration de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous mettons en place. Donc, en termes d'application mobile, oui. Et l'année prochaine, 2023, ce sera une nouvelle version. La version mobile sera disponible. Et si tout va bien, au cours du premier semestre 2023, je pense que actuellement, nous sommes en termes d'élaboration de nos PTA.
Et ça a été programmé. J'ai proposé cette activité d'une version mobile. Une version mobile de la plateforme. Bon, l'intelligence artificielle, j'aimerais même que ce soit Monsieur Datonyi Gaspard, le SGM, qui en parle parce qu'il est un acteur clé de ce projet. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle sera partout. Mais comme j'ai eu à discuter même avec le secrétaire général adjoint, l'année prochaine, on va essayer d'élaborer la stratégie des données. La stratégie des données d'abord parce qu'il faut organiser nos données, il faut les fiabiliser, il faut la sécurité. Est-ce qu'il y a des données monétisables? Il faut une stratégie des données et qui va mieux parce que l'IA ne s'occupe que des données structurées, des données bien. Donc on va y arriver. L'intelligence artificielle, c'est dans tous les domaines. Donc nous pourrons extraire des données de nos courriers ou de nos différents documents. C'est ce que je peux dire. Très bien. Et est-ce que vous envisagez l'utilisation de toutes ces solutions au sein des collectivités locales? Et bien sûr. Et en fait, je l'ai dit que la vision du chef de l'État, c'est quoi? C'est l'efficacité administrative. Donc l'administration s'étend jusqu'aux collectivités locales. Donc, je pense que de nos plans 2023, sans être trop prétentieux, nous pensons que toutes les préfectures doivent être dotées de cette solution. Et les 24 mairies à caractère spécial, c'est-à-dire les mairies à statut particulier et les mairies à statut intermédiaire. Pourquoi je n'ai pas pris les 53 autres? C'est parce que je ne veux pas être trop ambitieux. Mais ce n'est pas limitatif, mais on sait que je m'attelle à dire que fin 2023, au minimum, ces 24 mairies et ces 12 préfectures seront dotées de ces solutions. Nous avons Monsieur Tong qui veut savoir la différence entre la GED, la différence claire entre la GED et la SAE. C'est ce système, c'est cette solution qui vous permet de créer, d'élaborer, de créer, de faire valider et de faire vivre un document. De faire vivre. Et c'est là où la notion de cycle de vie intervient. Or, dans un SAE, dans un système d'archivage, il n'y a pas de cycle de vie. C'est-à-dire le document ne vit pas dans une archive. Le document dans l'archive n'est que consultable. Or, dans une GED, vous pouvez avoir plusieurs versions. J'ai deux questions. Je voudrais savoir quels sont les formats qui sont pris en compte au niveau de la plateforme. Est-ce que c'est PDF? Voilà, quels sont les formats qui sont pris en compte? Autre chose, est-ce qu'il y a eu un cadre de normage qui a été élaboré pour pouvoir gérer le normage des fichiers en interne ou pas? Et pour finir, la solution est-elle disponible pour le secteur privé ou pas? Sinon, est-ce que c'est prévu? Est-elle payante ou pas? Merci beaucoup. Dans le process des marchés publics, on peut postuler sans intermédiaire physique. Je peux vous dire qu'en 2023, vous pouvez répondre à un appel d'offres de par n'importe quelle position, de par le monde, dans le monde. On y travaille là-dessus, sérieusement, puisque c'est ça qui va impacter beaucoup les usagers de l'administration publique. C'est-à-dire, comme là, tu dis le président de la République, c'est le contact qui crée la corruption. C'est le contact, c'est le facteur clé de la corruption. Nous avons fait e-visa, nous savons ce que e-visa a pu fermer comme trou. Donc, nous avons, bizarrement, les questions que vous posez, ça me réconforte parce que ça fait partie des réflexions que nous menons actuellement au sein de la CIN pour pouvoir adresser les requêtes des concitoyens. Et je pense que le DG l'a dit, nous sommes au service, le gouvernement est au service de la population. Et nous pensons, c'est l'objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Et ça fait partie de choses-là. Donc, c'est pensé. J'ai une étude même en cours qui définit déjà, on a eu déjà des séances
pour pouvoir comment rapidement mettre en œuvre le dépôt en ligne des offres avec toute la sécurité qui suit. Bon. Madame, le cadre de normage, oui, on a suivi, mais je préférerais que si Bidi Félix peut répondre, parce que moi, je ne suis pas archiviste, mais nous avons un plan de classement qui est implémenté au niveau de chaque ministère. Nous nous basons sur le plan de classement, le cadre de classement du ministère pour pouvoir asseoir la solution. Oui, disponibilité pour la population, oui. J'ai été instruit, mais j'ai mis en veilleuse d'abord pour ouvrir une plateforme aux citoyens. Parce que la raison est simple. Si toute l'administration ne dispose pas, je préfère couvrir toute l'administration jusqu'aux collectivités locales avant d'ouvrir aux citoyens. Pourquoi? Je mets une plateforme d'interaction entre l'État et les citoyens et que le citoyen lambda, par exemple aujourd'hui, si je mets cette plateforme où la population, n'importe quel usager peut envoyer un courrier à une administration qui ne trouve pas dans la liste cette administration connectée, il va dire votre service ne marche pas. Donc il vaut mieux que nous balayons bien la maison au gouvernement avant de mettre à disposition de la population la plateforme des citoyens. On va mettre une plateforme de gestion de courrier des citoyens où n'importe quel genre de par sa position sur la planète peut écrire directement à l'administration. Tout format de documents, et PDF, Word, et images, je crois que Excel, plein, hein? Beaucoup de formats. D'accord. Quel est votre mot de fin par rapport à ce panel? Je ne peux que remercier vraiment les participants et pour les questions et dire qu'effectivement, nous avons de perspectives devant nous et que nous sommes à la disposition de la population pour mieux faire. Monsieur Abati Bankole, je suis archiviste. Alors, lorsque je parle du droit d'accès à l'information administrative de la population, des citoyens, et que je mets à côté le thème d'aujourd'hui, gouvernance de l'information et du numérique, lorsque je mets à côté aussi les questions de redevabilité, lorsque j'ajoute à côté la thématique de l'open data, je voudrais savoir ou bien comment est-ce que vous expliquez que, par exemple, il y a des décrets, hein, selon leur contenu, je ne sais pas disons, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait les références de ces décrets-là. On dit décret numéro tant du. Alors, mais vous n'avez pas le décret. Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas du tout son contenu. Et j'ai la preuve de ce que je dis parce que j'ai participé à certains travaux bon, je ne vais pas aller plus loin. Mais il y a beaucoup de situations comme ça. Alors, lorsque vous êtes en train de construire l'infrastructure numérique et pour que le citoyen ait accès à l'information parce que c'est un droit constitutionnellement reconnu et que il y a une sorte de filtrage de certaines informations, est-ce que ces informations qui sont d'ordre public sont, disons, relèvent fondamentalement des caractères, disons, des données à caractère personnel pour que pour qu'il y ait, disons, de l'opacité? Comment est-ce que vous expliquez ça? L'informaticien ne met à disposition que ce qu'on lui donne. Moi, si on me dit de publier une donnée, je vais la publier. Mais si je ne suis pas autorisé à publier la donnée, je ne vais pas la publier. Donc, nous en sommes là. Si un décret, on me dit tel lot de décret, vous pouvez le publier. Et les conditions de publication, nous, on va, de façon technique, définir les conditions de façon digitale pour que le citoyen ait accès. Je vais vous laisser la parole pour conclure ce panel. Merci. Je tiens à remercier en premier lieu le chef de l'État pour avoir cette vision. Et une vision qui a permis de mettre en lumière le numérique et le digital. Et cette vision qui est impulsée par Madame
la ministre du numérique et de la digitalisation, qui nous challenge beaucoup, qui challengeait toutes les agences. Et surtout que les agences sont réunies, sont fusionnées en une aujourd'hui, le challenge est plus grand. Et il faut vous dire que les 4 derniers mois qui viennent seront les derniers mois sans repos, parce qu'on a beaucoup de choses à faire pour impacter l'administration, d'une part, et pour impacter nos populations de façon positive. Donc, il y a beaucoup de boulot. Il reste beaucoup à faire. Même si on évolue, il reste beaucoup à faire, surtout en ce qui me concerne. Et je suis vraiment honoré d'avoir en charge la gestion, la mise en place de ce programme, de cet ambitieux programme. Et je remercie le directeur général de la CIN pour m'avoir confié cette charge. Je vous remercie d'avoir assisté à ce panel.